Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Parlons un petit peu d'éducation parce que ça nous intéresse bien sûr. On vient de parler d'argent, puis on vient de parler d'économie, puis du coût de la vie, et on le sait, une société plus éduquée est une société plus riche. Cherchez dans n'importe quel livre, c'est marqué partout, c'est largement documenté. Chaque dollar que vous mettez en éducation, c'est 8 à 10 dollars minimum ensuite qui est redonné à la société parce que des gens plus éduqués vont avoir une meilleure capacité à prendre des décisions, à élire des gens qui les représentent vraiment. Là, on parle beaucoup d'élections là, parce qu'on s'en va vers ça. À tous les points de vue d'ailleurs. Hein, si vous êtes dans la région de Montréal, ben, à Montréal, il va y avoir des élections bientôt. Au Québec, il y en aurait éventuellement l'année prochaine. Au Québec, au Canada, pardon, ben, il y en aura dans une couple de mois. Donc, cette capacité qu'on a de se créer une société dans laquelle il fait bon vivre est très reliée à notre niveau d'éducation. Puis je pense qu'il faut se souhaiter ça. Puis au Québec, on a pris l'habitude depuis les dernières années de chialer pas mal contre notre système d'éducation publique. Est-ce qu'on exagère? Sincèrement, des fois, il faut le dire. Des fois, oui. Mais parce qu'il y a le système d'éducation privée, puis on a tendance à se comparer, puis des fois, tu te dis, comment ça se fait que ça marche au privé? Comment ça se fait que ça peut pas marcher comme ça au public? Mais souvent, on se plaint à tort. Ben, à tort, faut voir. Mais règle générale, je dirais, on a quand même raison d'avoir des attentes parce qu'on paye beaucoup. Et plus ça va, c'est comme la santé, on s'en parlait tout à l'heure rapidement, plus les gens disent, ben pour avoir une éducation qui a de l'allure, je vais être obligé de payer pour que mes enfants aillent étudier au privé. Puis ça, on veut pas ça. Parce que la résultante de ça, c'est que ça va affaiblir encore plus notre système public. Alors, comment on fait ça? Moi, j'avais envie de parler à une maman là, qui vit ça et j'ai lancé un appel sur mes réseaux sociaux, sur mes Facebook, Instagram. Vous avez été nombreux à réagir à ça. Il y a Laura Perron qui nous a écrit. Elle est maman d'une jeune fille, d'une petite fille de 10 ans. Merci, Laura, d'être avec nous. Merci de me recevoir. Vous, ça vous a interpellé, ce sujet-là, parce que vous dites que votre fille fréquente une école publique. Oui, moi, j'ai été très étonnée. Les classes ont pas de mur. Il n'y a pas de dictionnaire. Je vous demanderai pas où c'est parce que je veux pas vous mettre dans le trouble, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Comment vous vivez ça? Comment votre fille et vous vivez cette situation-là? Ouais, ben tout d'abord, tu sais, il faut dire que c'est la deuxième école là, que ma fille fréquente. Donc, j'ai vu une autre école qui est, disons, plus, en guillemets, normale. Ouais. Mais j'ai vraiment été étonnée de constater que, justement, il n'y a pas de mur. En fait, il y a des murs, mais ce sont des murs qui sont temporaires. Donc, si vous vous imaginez, là, vous montez dans l'école, puis ce sont des séparations temporaires. Il n'y a pas de porte. Donc, tu sais, vous pouvez vous imaginer le nombre de classes où, justement, ben, il y a du bruit, il y a le son de toutes les autres classes, de tous les autres élèves, etc. Donc, c'est assez étonnant comme... Mais pourquoi? Écoutez, sincèrement, j'ai jamais entendu ça, Laurent. Comment ça, il n'y a pas de porte, puis il n'y a pas de mur? C'est-tu comme une espèce de grand gymnase, puis on a mis Comment ça se peut, ça? C'est-tu une école, vous dites c'est une école temporaire, ils ont pris comme un grand local, un entrepôt, ils ont dit on va en faire une école en attendant qu'il y en ait... C'est quoi? Non, c'est pas. quoi? En fait, c'est vraiment une vraie école. C'est juste que mon hypothèse, c'est que c'est une école, une très vieille école, en fait, qui n'a pas pu répondre aux besoins de la population. Donc, il y a eu trop d'enfants à un moment donné, je crois, puis ils ont juste ajouté des classes, puis ils ont organisé comme ils pouvaient. Fait qu'ils ont comme bâti couche après couche, là, tu sais, pour dire, OK, ben on va organiser ça comme ça, on va refaire ça comme ça. Fait que ça s'est comme créé avec le temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a l'air un peu n'importe quoi, puis c'est comme si on s'en rend même plus compte parce que ça devient la norme. Donc, on accepte les choses telles qu'elles sont, puis c'est comme ça, tu sais. Puis alors, les élèves, ils vivent ça comment, là, votre fille qui a 10 ans? Donc, 10 ans, c'est quoi, là? C'est quatrième année? Année. Ouais. Alors, je dirais que les enfants sont très résilients quand même. Ouais, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Presque, tu sais. Mais c'est sûr que des fois, tu sais, moi j'en entends parler que ben il y a du bruit dans les classes ou tu sais il y a du bruit qu'on entend, faut faire attention, etc. Mais tu sais règle générale, je dirais que
ils s'adaptent. Ils s'adaptent, même si c'est pas, à mon sens, à moi en tout cas, c'est pas acceptable. Faut savoir qu'ils vont construire une nouvelle école, c'est dans les plans, tout ça, c'est juste parce que c'est très long. Ça prend des années à se concrétiser. Hey, Mais ce qui m'a le plus... votre fille, Laura, a le temps de finir son secondaire quasiment avant que... J'exagère à peine, là. Et j'en profite pendant que vous nous parlez pour redonner notre numéro de téléphone parce que s'il y a d'autres parents qui, comme Laura Perron, vit une situation que vous jugez quand même assez inacceptable ou intolérable ou pas normale dans les écoles, ne vous gênez pas pour m'appeler au 1-877-827-2346. Vous faites le 187 Cube Radio pour me joindre par texto. Laura, il y a aussi autre chose dans votre école où on dirait pas où elle est parce qu'on veut pas... on veut pas que votre fille subisse exactement des représailles, mais vous dites, il n'y a pas de dictionnaire non plus. Et là, Non. tenez-vous bien tout le monde. Pourquoi? Parce que, dites-moi pourquoi. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Pourquoi il n'y a pas de dictionnaire? Bon, alors, on m'a donné plusieurs réponses, là, soit de la part d'enseignants ou, du personnel de l'école et tout ça. Mais règle générale, en fait, c'est que les dictionnaires sont trop vieux. Donc, c'est pas intéressant, là, sont vraiment, vraiment très vieux. Ils sont en réparation, mais sont en réparation depuis, mon Dieu, des années, on dirait. Il manque des pages, puis, ouais. Ben, c'est ça, tu sais, alors c'est vraiment complètement déficient. Et aussi, on m'a dit que c'était trop long pour les enfants de chercher des mots dans le dictionnaire. Donc là, j'ai vraiment tombé en bas de ma chaise parce que pour moi, ça fait partie d'un apprentissage qui est fondamental, le fait d'être capable de chercher dans le dictionnaire. Ben oui. Quelque chose que j'enseignais à mon enfant quand elle était en deuxième année. Et donc, comme ça, tout bonnement, en discutant, en faisant les devoirs, la dictée, tout ça, j'ai compris en lui posant la question, mais pourquoi ce mot-là, est-ce que tu l'as cherché dans le dictionnaire? Et ma fille m'a dit, non, on n'en a pas. Ouais. Alors, ça, je suis vraiment tombée en bas de ma chaise, puis j'ai dit, non, mais c'est pas acceptable, ça se peut pas. J'ai posé des questions et tout et tout. Et de mon plein gré, je suis allée acheter des dictionnaires pour les 4e, 5e, 6e années. Donc, j'ai fait le don de dictionnaire pour que les enfants puissent avoir accès à ce dictionnaire-là. Mais ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas reposer sur la volonté individuelle et le fait que ça a donné que j'ai posé des questions puis je me suis dit, OK, ça se peut pas, tu sais. Puis Laurent, on pourrait dire, il y a des gens qui nous écoutent, puis disent, ben voyons donc, des dictionnaires papier, ça fait longtemps qu'on fait plus ça. Il y a Google aujourd'hui, il y a ChatGPT, t'as pas besoin de chercher dans le dictionnaire. Mais tu sais, quand il y a des problèmes avec Google ou quand il y en aura avec Chat et autres intelligences artificielles, ben il faut être capable de... Tu sais, quand t'as plus d'électricité, à un moment donné, c'est le fun d'avoir une bougie pas loin. Puis de savoir comment ça marche le feu. Tu sais, il y a des notions de base comme ça. Oui, tu as la technologie, puis oui, tu as des moyens, des outils plus adaptés aujourd'hui à 2025, mais c'est toujours bon d'avoir l'espèce de base qui te permette, c'est-à-dire lire et écrire. Moi, mon père m'avait dit ça quand j'étais plus jeune. Il m'a dit, arrange-toi toujours pour savoir lire et savoir bien écrire, parce que si tu maîtrises ces deux choses-là, tu auras toujours une job, ma fille. Et j'ai dit la même chose à mes enfants et j'espère qu'elles vont dire la même chose à leurs enfants aussi, parce que je pense que c'est la base d'une société. Quand on sait lire, qu'on sait écrire. Et ça inclut être capable d'utiliser les outils, puis un dictionnaire. Ce que vous dites, moi, Laura, j'en reviens juste pas. Ça montre, en fait, qu'il n'y a plus de moyens on a l'impression qu'il n'y a pas de moyens dans nos écoles publiques. On n'est plus capable de payer des dictionnaires, puis de vous parler de dictionnaires, mais les bibliothèques, là, pour ceux qui nous regardent, là, à Cube Télé, je vois que derrière chez vous, juste derrière vous, là, il y a une belle bibliothèque, donc les livres sont présents, ça s'entend de toute façon dans votre voix. Mais vous avez probablement une bibliothèque plus fournie que certaines bibliothèques d'école, Laura. C'est déplorable, tu sais, puis ce que vous parlez concernant notamment, tu sais, les dictionnaires, cette capacité-là de recherche, tu sais, pour moi, ça me révolte quand on me dit que les mots ne sont pas évalués si il n'était pas dans la dictée de cette semaine-ci. Si, ben de toute façon, c'est pas important, c'est pas grave parce que c'est des mots de deuxième année ou c'est des mots. Alors cette curiosité-là, on doit la nourrir, à mon sens. Alors, peut-être que ça peut avoir l'air anodin, le fait que justement, bon, oui, il y a ChatGPT, il y a d'autres outils, il y a Antidote, tu sais, il y a plein d'autres outils, mais cette capacité-là de se dire, je le connais pas, ce mot-là, connaître l'alphabet, c'est pas normal qu'il y ait des enfants qui ne connaissent pas leur alphabet par cœur, tu sais, rendu à
c'est 7, Ouais. 8, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Tu sais, on le sait, la capacité de communiquer, être capable d'avoir des conversations difficiles plus tard dans la vie, l'écriture, notre langue française qu'on aime, c'est Ouais. toutes des capacités qui, justement, plus tard, moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est rendu à l'âge adolescence, à l'âge adulte, où ces notions-là, ces capacités-là sociales sont fondamentales et elles commencent petit à petit dans l'enfance aussi par le fait de dire OK, ben je vais prendre l'initiative, je vais chercher, je vais comprendre. Si ça c'est pas encouragé, on fait erreur, moi je pense. Oui, tout à fait. Et puis il y a des gens qui réagissent à ça parce qu'ils sont tout à fait d'accord avec vous. J'ai Claude qui dit, dans mon centre de service scolaire, le manque d'espace est comblé par des constructions modulaires temporaires. Et qui sont majoritairement meilleures que l'école elle-même. Et puis, depuis les dernières années, c'est quand même assez fascinant de lire ça, mais c'est un fait. Puis, on l'a vu au cours des dernières années, des écoles délabrées où il y a de la moisissure, la peinture écaillée, je veux dire, des fenêtres qui ouvrent pas quand on voudrait avoir un peu d'air, ou des fenêtres qui ferment pas l'hiver. Je veux dire, et ça, c'est, on va dire, bon, ça peut être anecdotique, symptomatique, mais c'est symptomatique, oui, de quelque chose qui marche pas dans notre système d'école publique. Et c'est là où il faut vraiment penser à l'avenir de nos écoles. On va s'arrêter ici, très courte pause. Laura Perron, merci beaucoup de votre témoignage parce qu'il est très éloquent. Après la pause, on va parler au président de la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ, qui représente environ 125 000 membres du personnel en éducation. Éric Gingras va nous dire comment il voit ça, surtout qu'il y a eu un sondage dernièrement qui a été fait par Léger là, pour le compte de la CSQ. Et il y a une majorité de Québécois qui dit c'est important l'éducation, mais là, il faut qu'on y réfléchisse. C'est quoi qu'on veut pour les 20-25 prochaines années? Je veux avoir votre opinion là-dessus tout de suite après ceci. Par texto 187 Cube Radio, 1877 827 2346. À tout de suite.